Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco ce soir, une spéciale entreprise. Selon le Haut Commissariat au Plan, seulement une entreprise marocaine sur 6 a dû arrêter ses activités à cause de la Covid-19. Ces chiffres incluent l'arrêt total, mais aussi l'arrêt temporaire. Mais voilà, malgré ces chiffres encourageants sur le volet investissement, plus de 80% des entreprises n'envisagent pas d'investir en 2021. Ce soir donc, nous allons faire un check-up complet de la santé des entreprises marocaines, de leurs maux comme du traitement de choc pour leur donner un nouveau souffle. Pour cela, j'aurai le plaisir d'accueillir le directeur études et communications chez Inforisque, Amine Diori. Bienvenue à tous. Mais avant d'établir le contact avec notre invité, nous revenons sur ces chiffres du HCP, du Haut Commissariat au Plan, publiés dans la note sur les résultats de la 3e enquête sur l'impact de la crise sanitaire sur les entreprises durant les 6 derniers mois de 2020. L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 3600 entreprises, tous secteurs confondus. Découvrons les chiffres les plus importants en compagnie de Ala Benani. 16% des entreprises au Maroc ont dû arrêter définitivement ou temporairement leurs activités à fin 2020. C'est le chiffre annoncé par le HCP. De quoi contredire les prévisions pessimistes relatives à l'activité économique après une année marquée par la pandémie. Dans le détail, la proportion d'entreprises en activité à fin 2020 s'élève à 87,5% pour les grandes entreprises, 89,6% pour les petites et moyennes entreprises et 81% pour les très petites entreprises. Par secteur d'activité, l'hébergement et la restauration continuent toujours de subir les effets de la crise sanitaire. 86,3% des chefs d'entreprise de ces branches ont rapporté une baisse de 50%. Les baisses d'activité supérieures à 50% restent également importantes dans le secteur de la construction avec 68,7%, dans les branches des activités immobilières avec 63% et dans celles de l'industrie du textile et du cuir avec 58,7%. Par contre, l'énergie, l'agroalimentaire et l'industrie chimique semblent être épargnés. Pour ce qui est de la trésorerie, les difficultés touchent à peu près 50% des entreprises. 8% ont une réserve permettant de tenir moins d'un mois, alors que seulement 25% des grandes entreprises disposent de réserves qui peuvent tenir plus de 6 mois. Côté exportation, 81,3% des entreprises exportatrices se disent avoir subi un recul du volume de leurs ventes à l'extérieur pendant le deuxième semestre 2020 comparativement à la même période de l'année 2019. Question projet d'investissement, la dite note fait ressortir que près de 81,1% des entreprises ne prévoient aucun projet d'investissement en 2021. Enfin, en ce qui concerne les emplois, près de 38% des entreprises ont dû réduire leurs effectifs d'employés durant le deuxième semestre 2020. Et avec nous par Skype depuis Kenitra, Amine Diori, directeur études et communications d'Inforisque. Bonsoir Amine Diori. Bonsoir Khadija, merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Alors, on vient de l'entendre au tout début de ce récit de mon collègue Ala Benani. Finalement, ces chiffres de HCP contredisent d'autres chiffres qui ont été publiés l'année dernière, dont ceux relatifs aux défaillances d'entreprises, publiés dans cette étude d'Inforisque et qui prévoyaient vraiment une hécatombe du côté de nos entreprises marocaines. Alors, selon vous, ces chiffres sont-ils en phase avec les prévisions de manière globale et celles d'Inforisque de manière plus particulière ? Alors, disons que je reprendrai les termes de votre présentation, des chiffres rassurants. Très honnêtement, moi, je n'ai pas vu beaucoup d'éléments rassurants dans le sens où on parle quand même de baisse d'investissement en 2021, on parle de baisse d'activité, on parle d'entreprises pour plus de 20% qui sont toujours en arrêt, soit temporaire, soit définitif d'activité. Donc, les éléments positifs sont plutôt rares dans cette étude. Je vois plutôt, moi, des éléments négatifs. Et puis, en même temps, ça correspond à la réalité que subissent un certain nombre de secteurs d'activité, la majorité aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont, même si, effectivement, depuis quelques mois, on voit une reprise de l'activité de manière générale, on est encore loin d'un niveau normal d'activité pour nos entreprises. Par rapport à la situation macroéconomique, et ça vient confirmer aussi les chiffres du HCP, c'est que
2020 aura été une année très difficile en termes de richesse, puisque le PIB va diminuer très certainement entre 6 et 7% selon les prévisions soit du HCP, soit de la Banque mondiale et du FMI. Donc, Absolument. le Maroc fait partie des pays de la région MENA la plus touchée par la crise. Et en 2021, tout le monde prévoit plus ou moins une croissance de l'ordre de 4%. Donc, on voit bien qu'effectivement, le rattrapage de cette perte de richesse prendra du temps. Donc, effectivement, on voit bien que les éléments micro de l'étude HCP se conjuguent bien avec les éléments macro en matière de conjoncture économique. Maintenant, par rapport à la question qui était celle des chiffres de défaillance en 2020, c'est vrai que très rapidement, je vais publier l'étude sur les défaillances 2020. Ce qu'il en ressort globalement, c'est qu'effectivement, les défaillances ont diminué de l'ordre de 20% en 2020. Alors, il y a tout un effet technique à expliquer. Il faut savoir que ce n'est pas un phénomène unique, puisque dans d'autres pays, notamment, par exemple, la France enregistre une baisse de l'ordre de 30% de défaillance en 2020. Donc, voilà, il y a un effet technique, c'est-à-dire que concrètement, les aides de l'État ont permis de maintenir en vie un certain nombre d'entreprises, les DAMAN, les indemnités CNSS, les reports de crédit, etc. Donc tout ça, effectivement, ont permis de maintenir en 2020 une grande partie de notre tissu économique sous perfusion. Maintenant, depuis fin 2020, et bon, pour Daman, ça a été prolongé jusqu'à mars 2021, mais petit à petit, on est en train d'enlever cette perfusion. Et je pense justement que c'est à partir de 2021 qu'on verra une situation réelle des défaillances d'entreprises. Et je pense qu'à ce niveau-là, on va voir une augmentation significative des défaillances. Nous allons y revenir. D'accord, très bien. Allez-y. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter, Amine Diorim? Non, je voulais simplement ajouter qu'on constate depuis novembre-décembre, qu'il y a eu une accélération du nombre de défaillances. Donc, il faut attendre, à mon avis, la fin du premier semestre 2021 pour voir réellement la situation des entreprises et l'état des défaillances en fin de premier semestre. Ça reste très prudent, mais alors justement, à la fin de ce premier semestre, normalement, on devrait commencer à apercevoir les résultats de cette campagne de vaccination qui est sur le point de commencer, enfin, en tout cas, qui a officiellement commencé. Est-ce que vous pensez que la situation devrait s'améliorer avec le vaccin, Amine Diorim? Oui, bien entendu. La question est celle du timing de vaccination. Il est évident que plus vite la majorité de la population sera vaccinée et plus vite, effectivement, nous pourrons reprendre une vie normale. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une certaine normalité. C'est une certaine vision par rapport à un avenir à court terme et moyen terme. Parce qu'aujourd'hui, ce qui freine la reprise de l'activité économique, c'est justement le brouillard dans lequel on navigue aujourd'hui, que ce soit les consommateurs, les particuliers, que ce soit les entreprises. C'est d'ailleurs pour ça que l'étude du HCP fait remonter que finalement très peu d'entreprises vont investir en 2021. C'est parce que justement, on a encore un manque de visibilité. Donc plus vite on aura fini cette campagne de vaccination, et plus vite effectivement la visibilité reviendra, et donc avec ça l'activité reprendra plus ou moins son cours normal. Et c'est vraiment ce que nous attendons. Mais nous restons quand même dépendants de l'extérieur, de facteurs exogènes, notamment si l'activité ne reprend pas dans ou chez nos partenaires, notamment commerciaux, Amine Diorim, et en ce qui concerne aussi la demande de ces clients-là du Maroc en termes de produits qui sont fabriqués ici. Est-ce que vous pensez que, quand bien même le Maroc pourrait justement avancer dans cette campagne de vaccination, si ses partenaires ne maintiennent pas un trend bon sur la vaccination de leur population, cela pourrait également affecter nos entreprises, notamment exportatrices? Bien entendu. Là, effectivement, j'ai parlé de la situation des entreprises qui travaillent sur le marché local marocain, et c'est le cas de plus de 99% de nos entreprises, parce qu'il faut quand même que je rappelle qu'il y a à peine 12 000 entreprises exportatrices. Évidemment, les exportations sont extrêmement importantes pour nous, évidemment, en valeur sont extrêmement importantes pour nous, mais effectivement aussi, heureusement pour nous, nos partenaires européens sont dans un calendrier également de vaccination, que ce soit la France, que ce soit l'Espagne, que ce soit les membres de l'Union européenne. Eux aussi ont cette problématique de vacciner le plus rapidement possible leur population.
Maintenant, voilà, on est tous dépendants, je pense aussi bien l'Europe que nous-mêmes, nous sommes tous dépendants de cette géopolitique de la vaccination qui est en cours, puisque tous les pays réclament de recevoir leur dose de vaccin le plus rapidement possible. Et évidemment, ce rapport de force fait que ceux qui sont les plus riches recevront plus rapidement leur dose. Et puis voilà, et puis finalement, on est tous dépendants de ce timing de vaccination. Mais effectivement, plus vite toute notre population sera vaccinée et effectivement nos partenaires aussi, et plus vite l'activité pourra reprendre son cours, et notamment pour nos entreprises exportatrices. Je voudrais, avant qu'on parle de la période pré-Covid, je voudrais juste revenir sur cet appui bancaire. Vous le citiez tout à l'heure si bien. Donc, il y a eu cette bouffée d'oxygène à travers les lignes de crédit qui ont été débloquées pour les entreprises, pour les maintenir à flot, en tout cas en vie. Est-ce que vous pensez que cet appui bancaire puisse être suffisant pour sauver ces entreprises à long terme? Surtout que, vous l'aviez dit, mais je voudrais juste qu'on en parle un peu plus et en détail. Est-ce que vous pensez que, et selon peut-être même vos projections chez InfoRisque, cela ne risque pas de jouer un effet contraire sur la santé de ces entreprises qui pâtissent déjà d'une trésorerie très amaigrie? Alors oui, il y a deux questions dans votre question en réalité. Alors oui, en 2020, c'est la question du financement via la mise en place de Daman Oxygène, puis Daman Relance et Daman TPE. Ces mesures ont été très importantes pour maintenir sous perfusion un certain nombre d'entreprises. Maintenant, ces modes de financement n'ont pas de vocation à moyen et long terme. C'était de l'immédiat, c'était de l'injection de trésorerie, justement, pour permettre aux entreprises de continuer à fonctionner malgré la baisse d'activité, de payer leurs fournisseurs, de payer les salariés, et de plus ou moins se maintenir en vie. Alors effectivement, à fin mars, près de 70 milliards de dirhams auront été distribués aux entreprises via ce mécanisme de Daman. Et donc, effectivement, ça aura aidé près de 70 000 entreprises. C'est depuis mars, Amine Diori, pas à fin mars, c'est depuis mars dernier. Oui, non, mais le dispositif prendra fin en mars 2021. Très bien, très bien. Juste pour précision. Voilà. Oui, effectivement. Le dispositif prendra fin à fin mars 2021. À ce moment-là, près de 70 milliards d'entreprises auront été alloués aux entreprises via Daman et sera bénéficié à près de 70 000 entreprises. Maintenant, je rappelle quand même que 70 000 entreprises, ça ne représente grosso modo que 20% de la base des entreprises des sociétés marocaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que nous avons 300 000 sociétés. Seulement 20% auront bénéficié du mécanisme Daman. Ça aussi, c'est une petite parenthèse que je tenais à préciser. Maintenant, la question, effectivement, elle est extrêmement importante, c'est la question du remboursement, puisqu'il faut quand même savoir, aujourd'hui, nous savons, via l'étude HCP, mais voilà, tous les retours que nous recevons des entreprises montrent qu'effectivement, notamment pour les TPME, des difficultés de trésorerie, et à ces difficultés vont s'ajouter celles du remboursement, ne serait-ce que du report des paiements d'emprunts bancaires, les remboursements de Daman. Et donc, forcément, tout ça va peser effectivement sur le cash flow qui doit sortir de l'entreprise et donc pourrait accélérer les difficultés que connaissent ces entreprises. L'État seul est-il en mesure aujourd'hui de sauver ces entreprises? Vous avez évoqué l'exemple de la France avec un gros dispositif pour soutenir les entreprises françaises qui a finalement réussi à les sauver, en tout cas pour le moment. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'État marocain, avec tous les efforts déployés, peut effectivement sauver ces entreprises-là de la banqueroute? Alors, je ferai une réponse en deux parties. La première, c'est que heureusement que l'État a mis les moyens nécessaires pendant la période difficile du confinement, justement pour maintenir en vie une grande partie de nos entreprises avec beaucoup de salariés, donc limiter la casse d'un point de vue salarial, même si on le voit à travers l'étude du HCP, qu'il y a eu quand même un certain nombre de licenciements, malheureusement. Mais malgré tout, ces mesures étaient nécessaires. Maintenant, il faut être clair, maintenir en vie les entreprises via des mesures, ça coûte extrêmement cher. Il suffit de voir en Europe combien ça coûte. On parle de centaines, voire de milliers de milliards d'euros d'aide des différents États. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous n'avons pas, l'État marocain n'a pas la possibilité de continuer à sortir des fonds de manière infinie
pour aider les entreprises. Il faut être très clair. Avant le début de cette crise, on était dans une situation de déficit budgétaire quasi chronique, c'est-à-dire que les dépenses de l'État étaient supérieures à nos ressources, qu'aujourd'hui, on a du mal à augmenter nos ressources. En plus, on est dans un cercle vicieux dans le sens où plus la conjoncture est mauvaise, plus les impôts rentrent mal, puisqu'évidemment, il y a moins de consommation, les entreprises font moins de bénéfices, donc ça veut dire que il y a moins d'IR, il y a moins de TVA, il y a moins d'IS, donc forcément, on a moins de ressources. Et donc, forcément, ça n'aide pas non plus l'État à pouvoir aider de manière extensive toutes les entreprises. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'on a parlé de ça au début de cette émission, c'est qu'effectivement, on est fortement dépendant de la fin du calendrier vaccinal. C'est à partir de là qu'effectivement, une activité économique normale pourra reprendre, et c'est réellement ça qui pourra sauver les entreprises. Reprendre un cours normal, justement. Revenons à cette époque où la vie était normale. Avant la Covid-19, la vie était normale, certes, mais elle n'était pas si facile que cela pour les entreprises. Est-ce que vous pensez ou en tout cas, comment cette crise Covid-19 a accentué les difficultés dont souffraient déjà nombre d'entreprises marocaines, si ce n'est la majorité? Oui, effectivement. Alors déjà, il faut être clair, il y a deux effets majeurs de cette crise sur les entreprises. Baisse importante d'activité. Notre dernière étude montait en moyenne moins 34% sur 2020. Ça représente globalement sur l'ensemble des entreprises une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de moins 400 milliards de dirhams en 2020. De l'autre côté, ce qui a eu aussi un impact sur la trésorerie, c'est aussi l'allongement des délais de paiement. Je rappelle quand même qu'en début de 2020, on était déjà sur des montants, des chiffres relativement élevés. On parlait de 210 jours pour les TPE. Avec la crise, les délais de paiement se sont allongés en moyenne de l'ordre de 60 jours. Donc, Imaginez quand même des délais de paiement qui dépassent les 6 mois, les 7 mois, les 8 mois. Forcément, ça va avoir un impact sur les entreprises. Comment les entreprises se sont adaptées aujourd'hui ? Parce qu'effectivement, on voit qu'il n'y a pas eu que le nombre de défaillances a baissé, mais comment finalement elles se sont adaptées les entreprises à cette période de crise ? J'ai parlé des aides de l'État, ça a permis d'aider effectivement, mais il y a d'autres éléments. Il y a eu la mise en place de chômage partiel, il y a eu la réduction du temps de travail, il y a eu évidemment malheureusement des licenciements, un certain nombre de licenciements. Le HCP parle de l'ordre de 500 000 pertes d'emplois en 2020. Donc les entreprises ont essayé de s'ajuster du mieux possible face à cette crise. Et maintenant, effectivement, on se retrouve avec une trésorerie exsangue. Et donc, les vraies difficultés commencent maintenant parce que, comme je le rappelle, remboursement de prêts et activité encore réduite, horizon un peu incertain. Donc voilà, les dangers n'ont pas disparu complètement. Il nous faut plus de visibilité pour que les entreprises puissent reprendre leur activité et améliorer leur santé financière. Je voudrais m'arrêter encore une fois sur ce point important qui est relatif au délai de paiement. Donc, c'est un mal dont souffrent ces entreprises bien avant la Covid-19, je me répète peut-être. Et justement, InfoRisque avait lancé l'année dernière ce programme Duntrade. Ami Djouri, est-ce qu'on a des résultats? Alors, juste pour rappel par rapport à nos téléspectateurs, détrompez-moi, n'est-ce pas, Ami Djouri, si je me trompe sur les objectifs de ce programme, eh bien, c'est de donner une cartographie sur tout simplement la solvabilité ou en tout cas le sérieux des entreprises marocaines quant au paiement de leurs partenaires, d'autres entreprises en l'occurrence, et en ce qui concerne ce délai de paiement principalement. N'est-ce pas, Amine Djouri? Alors oui, effectivement, vous avez résumé les grandes lignes du programme Duntrade. L'objectif, c'est de dire, pour essayer d'améliorer la situation des délais de paiement, il y a plusieurs aspects. Il y a des aspects d'ordre légaux, la loi, etc., pour des pénalités pour forcer les entreprises à payer plus rapidement. Et nous pensons que la data, l'information, peut aider les entreprises à avoir une meilleure vision sur leurs partenaires. C'est-à-dire concrètement, quand je travaille avec un client, je veux savoir avec combien de jours de retard il va payer. Je veux savoir par rapport à une entreprise si c'est un bon ou un mauvais payeur. Et cette information, elle est primordiale aujourd'hui. C'est ça qui peut limiter justement cette augmentation continue depuis des années des délais de paiement. Et c'est ça qui va limiter la casse au niveau des impayés que subissent aujourd'hui les entreprises marocaines. La data est vraiment là pour apporter de l'information et aiguiller les entreprises, leur montrer justement avec qui les entreprises doivent travailler, les entreprises les plus sérieuses, et évidemment un focus
sur les mauvais payeurs, et c'est cela effectivement que nous essayons de mettre en avant, de dire attention, faites attention à ces entreprises. Et si on parlait du mauvais payeur de l'État, Amine Djouri, et de l'impact, on a parlé de plusieurs milliards, 14 sur l'exécution du budget 2020, 14 milliards donc de pénalités ou d'arriérés sur des projets de l'État. Alors, est-ce que vous pensez que la situation devrait s'améliorer? Est-ce que l'État deviendrait peut-être meilleur payeur et du coup, il n'y aurait pas cet effet boule de neige de délai de paiement qui serait répercute in fine sur la toute petite et moyenne entreprise marocaine? Alors, vous savez, je vais vous dire très sincèrement, l'État a fait un énorme travail de réduction des délais de paiement ces dernières années. Aujourd'hui, les chiffres officiels communiqués parlent de l'ordre de 40 jours, même si pendant la période Covid, ils se sont allongés de 1 ou 2 jours. Mais je pense que l'essentiel, si on parle vraiment du problème des délais de paiement, ce n'est pas du côté de l'État qu'il faut se tourner, c'est vraiment dans la relation privée-privée. C'est les relations entre deux entreprises privées. Et c'est là qu'est vraiment le problème, puisque le crédit interentreprise, c'est-à-dire le montant global des dettes partagées entre les entreprises, des dettes commerciales, s'élève à plus de 400 milliards. Donc c'est là qu'est le cœur du problème. Et c'est là justement qu'on doit apporter des solutions. La data, le done trade est là justement pour apporter une solution parmi d'autres. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur l'État, puisque à mon avis, ce serait un faux problème. Et qu'en est-il de la fiscalité alors? Alors la fiscalité aussi, hein. Ah, ça complètement. Et là, j'ai parlé tout à l'heure, on a parlé des aides de l'État qui ne sont pas extensives, des recettes de l'État qui sont en baisse. Et la problématique, elle est là, c'est-à-dire comment on fait pour augmenter les recettes de l'État. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une base fiscale de particuliers qui payent l'IR, d'entreprises qui payent l'IS et qui payent la TVA. Et on a une base qui est extrêmement réduite. Il faut savoir que aujourd'hui, ce sont les salariés qui payent la quasi-totalité de l'IR, que ce sont à peine 300 entreprises qui payent 80-90% des recettes en matière des recettes de l'impôt sur les sociétés de la TVA. Qu'est-ce que c'est que 300 entreprises par rapport à plusieurs centaines de milliers d'entreprises? C'est absolument rien. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Le vrai problème aujourd'hui, c'est comment on élargit cette base. Comment on fait que, au lieu d'avoir 70% d'entreprises qui déclarent aujourd'hui leur impôt, 70% déclarent des revenus chroniques, déficitaires, c'est-à-dire ne payent quasiment pas d'impôts. Comment on fait pour que ces entreprises-là déclarent leurs vrais revenus? Comment on fait pour que des entreprises qui sont dans l'informel aujourd'hui, demain, payent des impôts comme tout citoyen, comme toute entreprise aujourd'hui? C'est ça la vraie problématique. Et malheureusement, en mars 2019, il y avait eu les assises de la fiscalité. Un certain nombre de propositions avaient été faites en matière justement d'amélioration de l'impôt, de performance de la TVA, de réduction de l'IS. Et aujourd'hui, on attend toujours que l'État mette en place ces propositions pour justement faire en sorte on réduise d'un côté l'IS payé par les entreprises, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas simplement à un niveau marocain. Les entreprises sont comparées à des entreprises partout dans le monde, et partout dans le monde, l'IS baisse. Donc, il faut qu'on soit compétitif en matière de fiscalité. Donc, il faut que d'un côté, que ça baisse, mais en même temps, il faut que plus de personnes payent l'impôt, parce que sinon, les ressources vont baisser. Donc, c'est vraiment une problématique qui est complexe, mais je pense qu'il faut reprendre l'essentiel des discussions qui ont eu lieu lors des assises, et c'est ça vraiment qui fera qu'on pourra faire un vrai plan de relance de notre économie, et c'est comme ça qu'on pourra aider les entreprises marocaines. Oui, là est vraiment la clé, c'est cette répartition, soit-elle des ressources ou des dépenses de l'État, une équation sur laquelle nous travaillons au Maroc depuis un certain temps et que nous souhaitons que ce modèle de développement, ce nouveau modèle de développement tant attendu, saurait répondre à cette problématique. Merci beaucoup Amine Djouri pour l'ensemble de vos analyses et de vos réponses à nos questions ici sur Média TV. Merci. Merci à vous. À bientôt. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à tous.